Depuis quelques années, une vérité dérangeante s'impose lentement. Sous les mots séduisants tels que égalité, inclusion, diversité, droits humains, se cache un projet beaucoup plus vaste. Un plan qui dépasse les salles de classe, les manuels et les centres scolaires. Un plan où l'État, soutenu par les grandes institutions mondiales comme par exemple l'UNESCO, l'ONU, l'OMS et l'UNICEF, cherche à redéfinir ce que signifie éduquer un enfant. Et ce plan ne vise pas à instruire. Ben non, il vise à reprogrammer. L'UNESCO, Homeschooling Through a Human Rights Lens 2025, déclare ceci. La protection du droit à l'éducation, dans tous les contextes, demeure une responsabilité fondamentale de l'État. Tout est maintenant dit. L'éducation n'est plus la mission des parents. Elle devient la responsabilité de l'État. Et si l'État devient le parent éducateur, alors les parents deviennent des figurants dans la vie de leurs propres enfants. Et ça, c'est très, très, très néfaste et dommageable. L'UNESCO recommande désormais des mécanismes d'enregistrement, d'inspection et d'évaluation pour toutes les formes d'enseignement, même l'enseignement à domicile. Le document de l'UNESCO stipule à la page 1 que les gouvernements doivent mettre en œuvre des mécanismes de supervision tels que l'enregistrement et les évaluations. Autrement dit, aucune éducation n'échappe au contrôle. Ce n'est plus une éducation libre, c'est une mise sous tutelle. Et si vous enseignez par exemple la foi chrétienne, la morale biblique, la création ou l'histoire autrement, alors votre enseignement devient un enseignement non conforme. On ne forme plus des esprits libres aujourd'hui. On formate des citoyens conformes. Mais ce contrôle éducatif n'est qu'un volet d'un plan beaucoup plus vaste, celui de la reprogrammation morale des générations futures. Vous savez, sous prétexte de tolérance et d'égalité, l'UNESCO a lancé l'éducation sexuelle globale, présentée comme un outil d'émancipation. Le document de l'UNESCO déclare à la page 5 que les implications liées à l'égalité des genres doivent être intégrées dans tous les environnements éducatifs. Derrière ces mots polis se cache une volonté, soit celle de sexualiser les enfants dès la maternelle et remettre en question l'identité biologique. Des modules recommandent notamment d'enseigner aux enfants de 8 ou 9 ans qu'ils peuvent choisir leur orientation ou leur genre et qu'aucune norme morale n'est absolue. Mais d'où vient cette idéologie qui infiltre aujourd'hui les manuels et les programmes? Pour le comprendre, il faut remonter aux racines de ce système. Tout commence dans les années 1940 avec un nom, celui d'Alfred Kinsey. Biologiste américain, financé par la Fondation Rockefeller, Kinsey publie 2 études sur le comportement sexuel des hommes et des femmes. Mais derrière ces graphiques se cache une vérité sordide. Kinsey affirmait que les enfants sont des êtres sexualisés dès la naissance. Pour prouver ça, il a collecté des données provenant de pédophiles mesurant des orgasmes infantiles sur des nourrissons de quelques mois. Vraiment dégueulasse. Ces travaux monstrueux ont pourtant servi de base scientifique à l'éducation sexuelle moderne. Kinsey collaborait notamment avec l'Allen Memorial Institute de Montréal, dirigé par Donald Ewan Cameron, recruté plus tard par la CIA pour le programme MK Ultra visant le contrôle mental des populations. De là est né ce qu'on appelle le SICUS, le Sexuality Information and Education Council of the United States, un organisme fondé dans les années 1960 qui vise à normaliser l'éducation sexuelle selon les théories de Kinsey et les valeurs du planning familial américain. C'est de ce réseau que sont issus les programmes EVRAS ou EVARS, Éducation à la vie et aux relations affectives et sexuelles, conçus pour intégrer ces principes à l'éducation mondiale. Ce modèle éducatif ne vient donc pas de la science, mais d'un projet de déconstruction morale. Les programmes EVRAS ou EVARS reprennent le concept de droit sexuel. Un bel emballage pour un piège rhétorique. Selon cette logique, s'il n'y a pas de contrainte, alors il y a consentement. Ce documentaire montre à quel point ce raisonnement fait tomber toutes les barrières de protection. Car dans la réalité, la plupart des abus commis envers les enfants ne passent pas par la violence, mais par la séduction,
par l'influence, par la manipulation émotionnelle. Et quand on enseigne à un enfant à définir son consentement, pardonnez-moi, selon le plaisir ou le déplaisir, on brouille les frontières du bien et du mal. Les promoteurs d'Evras, éducation à la vie et aux relations affectives et sexuelles, affirment que les enfants sont des sujets de droit autonomes, des citoyens à part entière. Autrement dit, plus besoin de parents. L'enfant devient la propriété morale de l'État. François Legault et Régine Laurent l'ont clairement exprimé. L'État devient le protecteur suprême, le parent ultime. Le parent, lui, devient suspect. On écoute à l'instant un extrait de Legault et Laurent sur le sujet. Les gens ne se rendent pas compte encore à quel point les changements à la loi de la DPJ, là, quand ça va arriver sur le terrain, les avocats vont être surpris, les intervenants vont devoir changer leur façon de faire, mais les parents aussi, là. Ouais. Le monde, ils n'ont pas vu encore les changements, ça s'en vient. Bien, c'est ça, là, quand vous dites mettre l'enfant au centre des préoccupations, ce que ça veut dire aussi, c'est peut-être moins tenir compte de ce que veulent les parents biologiques. Parce que effectivement, il y a des parents, puis c'est dur de dire ça, là, qui sont peut-être pas faits pour être parents. Et puis, ces enfants-là seraient mieux dans une famille d'accueil. Mais, bon, évidemment, dans notre société, quand on dit c'est mes enfants biologiques, c'est comme si on avait un pouvoir sur les enfants. Donc, ça veut dire mettre l'enfant au cœur, ça veut dire aussi que notre société doit peut-être donner un petit peu moins de pouvoir aux parents biologiques. C'est assez incroyable d'entendre ceci de la bouche du premier ministre du Québec, mais cette logique n'est pas nouvelle. En 2016, la ministre Stéphanie Vallée déposait le projet de loi 103 permettant à un adolescent de 14 ans de changer de sexe et de prénom sans traitement médical. Voici un extrait qui met en lumière ce que dit le projet de loi en question. La Charte des droits et libertés du Québec reconnaîtra dorénavant l'identité de genre comme un motif de discrimination. Les mineurs de 14 ans et plus pourront décider de leur sexe et modifier leur inscription à l'état civil. Pour les jeunes de moins de 14 ans, il faudra le consentement des parents. En cas de désaccord entre les parents, ce sont les tribunaux qui trancheront. Et lorsque l'intérêt de l'enfant est en cause, les tribunaux sont rapidement saisis de la question et ont à se prononcer, non pas en fonction de l'intérêt des parents, mais bel et bien en fonction de l'intérêt de l'enfant. Et comme vous venez de l'entendre, si les parents s'y opposent, les tribunaux tranchent, non pas en faveur des parents, mais en faveur de l'enfant. C'est donc de dire qu'aujourd'hui, les juges remplacent les pères et les mères. L'enfant devient donc un sujet de droit, mais déconnecté de ses racines. Maintenant, c'est plus seulement l'école publique qui est sous surveillance. Même l'enseignement à domicile est ciblé. Longtemps, l'école à la maison présentait la dernière liberté des familles, soit un espace où les parents pouvaient transmettre leurs valeurs, leur foi et leur vision du monde. Mais depuis 2025, même cet espace est dans le viseur de l'UNESCO. Dans son rapport Homeschooling Through a Human Rights Lens, l'organisation affirme que l'enseignement à domicile ne garantit pas une éducation de qualité et doit être encadré par des régulations, des inspections et des évaluations régulières. Autrement dit, si vous enseignez à vos enfants à la maison, vous devez vous enregistrer, soumettre vos cours à l'approbation des autorités et prouver que vous suivez les standards définis par l'État. Et si vous refusez, si vous enseignez selon vos convictions, vos croyances, votre foi, vous pourriez être accusé de non-conformité éducative. Au Québec, la DPJ peut déjà intervenir pour négligence éducative ou environnement non stimulant. Ajoutez-y le nouveau cadre international de l'UNESCO et cette interprétation devient une arme. Refuser le programme officiel pourrait être considéré comme un motif d'intervention. C'est déjà le cas ailleurs. En Angleterre, après le drame de la petite Sarah Sharif, une fillette de 10 ans retrouvée morte après avoir subi des violences familiales, un juge a déclaré que le droit automatique au homeschooling représente un danger potentiel. Ce cas malheureusement tragique et isolé a permis d'imposer des inspections obligatoires pour les familles enseignantes. Ainsi, le foyer jadis sanctuaire familial devient un espace à auditer. Et demain, si vous refusez de soumettre vos enfants à ces programmes, la DPJ pourrait frapper à votre porte.
Voilà comment, sous couvert de droit à l'éducation, on criminalise la liberté d'enseigner. Le rapport Laïcité, bilan et perspectives 2025 va plus loin encore. On y lit que les écoles doivent devenir des espaces de libération du religieux. En d'autres termes, on ne se contente plus d'exclure la foi des classes, on veut libérer l'enfant de la croyance de ses parents. La laïcité, censée garantir la neutralité, devient un instrument idéologique. Elle ne protège plus la liberté de conscience, elle impose dorénavant une neutralité obligatoire qui finit par exclure Dieu de l'équation. Le rapport parle ainsi d'une formation citoyenne commune. C'est le moule parfait, une pensée uniforme, une morale d'État, une spiritualité remplacée par l'humanisme d'État. Les enseignants, eux, sont désormais encouragés à repérer et contrer les discours religieux jugés prosélytes. Autrement dit, surveiller les enfants trop croyants et signaler les familles jugées radicales. Et lorsque la foi devient suspecte, le parent croyant devient coupable. Voilà la nouvelle religion, celle de la laïcité absolue, où l'État se fait Dieu pour redéfinir le bien et le mal. Mais ce que nous voyons aujourd'hui prendre place dans nos écoles n'est qu'une pièce d'un puzzle mondial. Tout s'inscrit dans l'agenda 2030 des Nations unies. Objectif 4.7 de l'agenda 2030 de l'ONU déclare promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable. En clair, préparer une génération de citoyens du monde ayant les mêmes valeurs, le même langage, la même morale et la même vision du monde. En 2020, l'UNESCO et l'UNICEF ont signé un partenariat avec le Forum économique mondial de Davos pour réinventer l'éducation numérique et durable. Et qui finance? Les fondations Rockefeller, Gates et Open Society. C'est un maillage qui est complet. L'ONU et l'UNESCO définissent la philosophie, les grandes fondations, quant à elles, financent et les gouvernements appliquent. Quand l'école parle de diversité, elle prépare l'uniformité. Quand elle parle d'inclusion, elle élimine la différence. Quand elle parle de tolérance, elle élimine la dissidence. Et quand elle parle de citoyenneté mondiale, elle efface la souveraineté nationale. L'éducation mondiale n'est pas une utopie. Loin de là. C'est la matrice du nouvel ordre mondial, le début d'un ordre total. Revenons maintenant au documentaire Evras, qui est Éducation à la vie et aux relations affectives et sexuelles. Ce documentaire va plus loin. Il parle d'un monde où la sexualité n'a plus rien à voir avec la vie. Un monde où la procréation naturelle est remplacée par la fécondation artificielle, où les enfants sont conçus en laboratoire, élevés par l'État, et où la sexualité devient un divertissement sans création. Comme dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, nous glissons vers une société où la famille nucléaire n'est plus la cellule de base, mais le vestige d'un passé jugé obsolète. Et tout cela mène vers une nouvelle forme d'eugénisme, le transhumanisme. Ce glissement n'est pas anodin. Il prépare la venue d'un système total où l'homme, asservi à la technologie, recevra sa marque d'allégeance, tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse où il est écrit « Et elle fit que tous reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » En conclusion, aujourd'hui, nous assistons à la destruction programmée de la famille. L'État se substitue aux parents. L'école devient le temple de nouvelles religions mondiales. L'éducation est devenue le nouvel évangile du mondialisme. Et ce qu'ils veulent enseigner à nos enfants comme une vérité universelle n'est qu'un mensonge global déguisé en vertu. Derrière chaque pupitre, un citoyen mondial en devenir. Derrière chaque manuel, une idéologie programmée. Le contrôle commence dans les classes et se termine dans les consciences. Un plan qui vise à fabriquer une humanité docile et sans Dieu, une génération qui croit à tout, sauf à la vérité. Mais ils ont oublié une chose. Une mère qui prie est plus forte qu'un État. Un père qui enseigne la vérité à son fils défie tout un empire. Et une génération enracinée dans la parole de Dieu brisera leur chaîne. Proverbe 22, 6 dira « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux,
il ne s'en détournera pas. Romains 12, le verset 2 déclarera « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous savez, le système mondialiste, les architectes de la pensée globale, veulent fabriquer des citoyens du monde, mais Dieu prépare des enfants du royaume. Et le jour viendra où, face à la vérité, le mensonge mondial s'effondrera.